Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Et si la RSE n'était ni une contrainte ni une religion, mais un formidable levier de sens, de robustesse et d'impact pour les entreprises? Je ne cesse de le dire et le marteler dans mes épisodes, il faut intégrer les enjeux RSE au sein même de la stratégie de l'entreprise. Dans Marqueur, j'aime inviter des personnes qui font bouger les lignes, avec une vision à la fois exigeante et profondément pragmatique de la transition. J'ai découvert Alexis Krisev lors d'une table ronde au Salon ProDurable en octobre 2025, consacrée à la stratégie RSE. Et ce jour-là, j'ai été marquée par la vision commune de ses propos, son projet au niveau européen, dont on va parler, et surtout son regard face à la réglementation, l'impact et en même temps l'économie, mais sans jamais perdre de vue l'humain et l'utilité réelle des démarches engagées. Et alors je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté d'Alexis pendant 10 ans de RSE? Il fallait absolument remédier à cela. Donc dans cet épisode, nous allons parler de RSE, de label, de CSRD peut-être, ou alors de VSME, tu nous diras ça, de projets à l'échelle européenne évidemment, de souveraineté aussi, et toujours avec l'envie de faire avancer les choses avec et pour les entreprises. Un échange pour vous, auditrices et auditeurs, dirigeants, marketeurs et communicants, qui voulaient comprendre, prendre de la hauteur et surtout être inspirés et passer à l'action. Bonjour Alexis. Bonjour Diane. Et bienvenue dans Marqueur. Merci. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours, que tu nous dises quelles ont été les étapes clés qui t'ont amené à t'engager aussi fortement sur ces sujets RSE, en fait, dès le départ. Parce qu'on a à peu près le même âge, je pense. On a en tout cas des enfants à peu près du même âge. Toi côté garçon, moi côté fille. Mais j'ai pas démarré, moi, direct dans la RSE. Toi, t'es tombé dedans de suite. Ouais, j'ai démarré en tout cas. J'ai eu cette chance. Je considère vraiment que c'est une chance que mon premier job soit un job très engagé, puisque j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC, j'ai fait une spécialisation en entrepreneuriat. Donc j'avais un peu cette fibre entrepreneuriale. J'étais côté sec, donc tu vois. Ouais, voilà. Donc on a eu le même parcours et tu vois, j'avais eu quelques expériences. Je savais jusque très tard pas vraiment ce que j'allais faire de ma vie, comme dirait l'autre. Et j'avais eu quelques expériences marquantes dans ma scolarité, et notamment un voyage humanitaire au Népal en fin de première année qui m'avait vachement marqué en 1998. Je pense que beaucoup de gens ne se souviennent pas ou n'étaient pas nés, mais en tout cas, voilà, en 98, moi j'étais au Népal dans un village à 3000 mètres d'altitude. C'est la première fois que je partais un petit peu loin, à la rencontre de villageois et de villageoises avec lesquels on a construit des fours à foyer améliorés pour réduire l'enfumage dans les maisons avec des techniques locales et tout. Et j'ai une première expérience un peu significative et engagée. J'avais à peine 20 ans. Ensuite, j'ai fait un stage en marketing chez L'Oréal dans mon année de césure en Allemagne, puis en Angleterre. Et en dernière année, j'ai fait HEC Entrepreneur. Ça a été un peu les 3 étapes marquantes, en plus de une scolarité avec plein de vie associative, de sorties, de plein d'activités, de ce qu'on fait en école. Mais je dirais que tout ça a un peu façonné mes choix en sortant d'école, que j'avais besoin. Alors aujourd'hui, on dirait de trouver du sens dans mon job, mais c'est un peu de la post-rationalisation. En tout cas, j'avais besoin d'être motivé pour aller bosser. Ça, je l'avais compris. Je voyais que quand je faisais des projets entrepreneuriaux ou des projets entrepreneuriaux ou de la musique, j'étais motivé et je comptais pas mes heures. Par contre, quand les sujets étaient un peu ennuyeux et que je voyais pas bien le sens de tout ça, j'avais du mal à me motiver. Et donc, quand j'ai écrit un mail en sortant de l'école aux anciens de ma formation en disant « je cherche un job », j'aurais dit, j'aimerais bosser soit dans l'humanitaire, soit dans la musique, parce que j'avais un peu compris que l'un ou l'autre pourrait m'apporter un petit supplément d'âme, un supplément d'engagement dans le job qui ferait que je resterais motivé à aller bosser tous les jours.
Et ce message est arrivé entre les mains de Tristan Lecomte, qui avait monté Alter Eco. Et donc, mon premier job, ça a été d'être cofondateur et DG de la marque de commerce équitable Alter Eco. J'ai passé 6 ans dans cette aventure folle, en fait, de développement d'une petite marque qui s'est fait une place en rayon auprès des gros acteurs du chocolat, du café, du thé, du riz, passionnés par l'idée d'aller, comme ça, vendre promouvoir les produits des petits producteurs que moi j'allais rencontrer aussi à l'époque dans des coopératives dans différentes régions du monde. Et j'y ai chopé le virus, je dis ça, ou en tout cas amplifié quelque chose qui était peut-être déjà un peu là, quand on arrive à aller bosser tous les jours pour un truc qui a du sens et qui répond à une volonté de transformation positive, en fait, on n'a jamais l'impression d'aller bosser. On fait quelque chose pour quelque chose qui nous dépasse. Et non seulement ça, donc ça donne du sens en tant qu'employé, que salarié, enfin, dans sa vie professionnelle, mais en plus, là où pour le coup, il y avait quand même quelque chose à prouver, c'est que ça marchait. C'est-à-dire que les produits se vendaient et que bien que les chefs de rayon, ça plaisait. Alors même qu'on était c'est le début des années 2000, donc c'est un peu l'essor du hard discount, tu vois. On nous disait, les chefs de rayon chez Monoprix, chez Carrefour, nous disaient, mais votre truc, c'est 2 fois plus cher que mes marques de distributeurs, c'est 3 fois plus cher. Jamais ça se vendra, ça va se vendre comme un cercueil à 2 places, etc. C'était les expressions de la grande distrib, tu vois. Et en fait, les mêmes, un an après, nous disaient, on comprend pas, parce qu'en fait, ça marche, les gens en demandent, les produits sont bons, les gens ont l'air d'en redemander, puis nous, ça nous arrange, parce qu'en fait, des produits qui se vendent alors qu'ils sont plus chers, c'est pas mal pour tout le monde, en fait. Et puis, par ailleurs, ça nous permet quand même de faire un truc, ça nous déplaît pas de promouvoir des produits qui aident des producteurs au bout du monde, qui sont plus sains pour l'environnement, pour les écosystèmes, pour les producteurs, pour tout le monde à y gagner, en fait. Et tout le monde à y gagner, ça a été une conviction très forte que j'ai acquise et développée dans cette expérience. Et ces 6 ans chez Alter Eco, qui ont été extrêmement formateurs, je les considère souvent comme un peu mon stage de fin d'études. Un peu long, parce que 6 ans de stage, ça commence à faire un peu. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris. C'est-à-dire que je suis arrivé avec très peu d'expérience. Et on a développé avec Tristan, avec toute une équipe de 50 personnes, une marque qui avait 100 produits, qui venait des 4 coins du monde, qui se sont fait vraiment des places un peu conséquentes dans les rayons à l'époque 2005-2006, c'était les grandes années du commerce équitable. Et voilà, et je me suis dit, mais quand on arrive à faire ça, en fait, on a tout gagné, parce qu'on a une entreprise engagée qui répond à des valeurs, qui fait quelque chose qui nous semble utile et qui nous semble juste et bon, en fait. En plus, d'un point de vue entrepreneurial, c'est génial, parce qu'en fait, on est là à essayer de prendre des parts de marché aux grands acteurs du café, du riz, on nous voit dans les médias, c'est le petit poil à gratter, ouais. Et on a un pouvoir d'influence, parce que on est resté relativement petit, une entreprise qui a fait jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une petite entreprise. Pour autant, on a bien vu que les discours des grandes marques ont évolué, que des labels ont commencé à apparaître. Alors, c'est pas que grâce à nous, bien sûr, mais les acteurs historiques du commerce équitable, à commencer par Artisans du Monde, dans les circuits spécialisés, puis des marques bio, des marques engagées, des Malongo, des Lobodis et d'autres. Petit à petit, les uns et les autres ont quand même fait bouger les lignes. Voilà, et donc c'est un peu long cette introduction, mais pour te dire, quand je suis parti d'Alter Eco, je me suis dit, en fait, c'est vraiment génial de pouvoir faire ça, mais surtout, il faudrait que tout le monde fasse ça, en fait. Toutes les entreprises, et en particulier les plus grosses, on n'arrivera pas à faire la transition et à transformer l'économie et donc le monde, ou en tout cas, on n'arrivera pas à transformer le monde sans transformer l'économie qui pèse pour l'essentiel, voilà. Et pour transformer l'économie, il faut trouver cette recette qui permet d'aligner les intérêts des entreprises avec l'intérêt de la société et l'intérêt des générations futures. D'où la création de ma société de conseil en 2009, Hatch, qui vise c'est même notre raison d'être en tant que société à mission, de faire converger les enjeux stratégiques et les engagements sociétaux des entreprises pour bâtir une économie durable et inclusive. C'est comme ça qu'on le présente. Et donc, c'est cette conviction que j'ai toujours, et même encore plus forte aujourd'hui, que quand tu trouves cette zone de rencontre entre les enjeux de l'entreprise qui est important pour elle, ce qui va lui permettre d'être plus forte, plus solide, plus robuste, plus performante, plus belle, plus attractive et plus tout ce que tu veux, et l'intérêt du bien commun, des générations futures, des riverains, des salariés, des consommateurs, tu as tout gagné. Et là, tu as une entreprise qui est armée pour faire face au monde qui vient. Et pérenne et durable. C'est complètement... non, mais ça, c'est... Là-dessus, on est complètement en phase. Du coup, tu es passé société à mission, tu dis, avec ton cabinet de conseil. Tu as attendu la loi Pacte pour te dire, ça y est, je le mets dans mes statuts. Ça s'est fait... c'est pas très longtemps après. On l'a fait en 2021, je crois. Donc, la loi Pacte est 2019. En fait, si tu veux, on est une entreprise engagée depuis le premier jour. Et même notre raison d'être, c'est d'essayer d'aider à transformer les entreprises pour les aider à être mieux armées pour
pour le monde et ses évolutions. Est-ce que tu veux me parler un peu de Hatch? Vous accompagnez quel type de clients? On accompagne comment ça des entreprises très variées. Alors une majorité d'ETI, grands groupes, mais aussi des PME, aussi des associations. On travaille pour la Fédération française de rugby en ce moment, par exemple. On travaille pour Pink Lady, la marque qui est une association en réalité derrière, mais des organisations diverses, des entreprises de taille moyenne, dans les secteurs du luxe, des cosmétiques, du retail, de la construction, du bâtiment, des services B2B, des gens qui font des peintures, des revêtements de sol, des gens qui font des data centers, des gens qui font... Enfin, voilà. C'est ce qui est génial dans le conseil, c'est que tu découvres des secteurs d'activité toujours nouveaux. Dans la santé aussi, des acteurs. Tu vois, c'est un secteur qui est un peu, à mon sens, long à mobiliser parce qu'en fait, comme tu as une mission dans la santé dont on comprend déjà l'utilité, c'est plutôt mon parcours, tu vois, le côté santé et retail pharmacie, puisque je suis passé 16 ans là-dessus et on avait, en tout cas, c'est là aussi on se rejoint sur la vision du marketing ou la vision d'accompagner nos clients qui étaient les pharmaciens et pour avoir une vision plus grande et plus juste avec le patient, le consommateur final, qui était ce fait de donner du sens pour améliorer les pathologies, accompagner dans le service et dans le conseil. Ça, c'était aussi ma vision du marketing à l'époque. Ben voilà, donc on est vraiment aligné là-dessus et donc le métier de Hatch, c'est de bâtir des stratégies en fait pour les entreprises, pour les organisations, qui leur permettent de, comme ça, mettre en évidence et faire grandir cette zone de convergence entre les enjeux de l'entreprise, qui sont souvent, en ce moment en particulier, liés à des risques, des opportunités, des problématiques de rétention des talents. Justement, est-ce que tu veux en parler davantage un peu, ces enjeux que tu imagines pour là nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans une, on va dire, dans une PME, dans une TPE ou une ETI, si les axes stratégiques de la boîte n'ont pas intégré des enjeux RSE, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ou Alors en fait, faut prendre un tout petit peu de recul, mais en fait la RSE là, en particulier en ce moment, elle subit un peu une mise à l'index, on va dire, pour parler peut-être un peu fortement, mais en tout cas, une suspicion d'être anti-business. Et parce que aussi, on sort d'une période là de 2 ans où les sujets étaient extrêmement réglementaires, portés par des directives européennes. Et en fait, on a subi une espèce d'injonction à faire de la RSE sans avoir le temps toujours d'expliquer aux entreprises ce que ça peut réellement leur apporter. Et parfois, aussi, il faut aussi faire son autocritique. Plein de gens de manière un peu incantatoire, dit il faut faire de la RSE et puis faites-le, puis c'est tout, c'est la réglementation, sans faire l'effort de faire ce que je disais juste avant, c'est-à-dire d'identifier pour chaque entreprise où est cette zone où la RSE, pour le dire simplement, la durabilité sert mon business. Si on fait pas ça... C'est souvent cette nuance qui est difficile à aborder avec les dirigeants, c'est-à-dire ils voient l'aspect business pur, économique pur, concurrentiel de leurs acteurs proches, et finalement ils intègrent pas que la RSE est tellement large et globale au sein de l'entreprise que c'est une évidence en fait. Ouais, et donc il y a un malentendu pour moi, et aussi encore une fois les torts sont partagés, c'est-à-dire que le malentendu il est aussi lié au fait que certaines personnes s'emparent mal ou parlent mal de la RSE ou n'arrivent pas assez à démontrer ça, en fait, ce qu'on est en train de dire. Et pour démontrer ça, c'est pas évident. Là, il y a un vrai savoir-faire, un vrai métier, un vrai travail et une connaissance pointue de l'entreprise. Et en fait, j'ai beaucoup dit ça, tu parlais de pro durable, mais j'ai un peu utilisé cette phrase comme un motto, mais l'entreprise n'est rien sans la RSE, selon moi. Mais la RSE n'est rien non plus sans l'entreprise. Et je pense que chacun doit faire un pas comme ça en direction. Et actuellement, par exemple, ce que je dis beaucoup aux responsables RSE dans les entreprises, c'est que avec ce qui s'est passé ces derniers temps, la RSE est devenue de plus en plus un sujet pour les directions financières, pour les directions générales, parce qu'on a demandé du reporting. Voilà. Et donc la RSE est montée davantage au COMEX. Eh bien, les responsables RSE doivent suivre le mouvement. C'est-à-dire que les responsables RSE ne peuvent pas espérer embarquer et convaincre en se limitant à expliquer pourquoi c'est bien pour la planète, pourquoi c'est bien pour les générations futures et pourquoi c'est important de lutter contre le changement climatique au nom des générations futures. Ça ne suffit pas. Même s'il y a du climato-scepticisme et tout ce que tu veux, les gens ont quand même compris globalement, depuis 20 ans maintenant que je fais ce métier,
beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans qu'il y a un problème. T'as pas besoin vraiment d'insister davantage sur le fait qu'on traverse des crises, notamment climatique, mais pas que, l'effondrement de la biodiversité. On peut débattre et ergoter des heures sur c'est vrai, c'est pas vrai, j'y crois pas, mais en fait, globalement, la plupart des gens y croient. Et pourtant, ça ne suffit pas dans les entreprises toujours à passer à l'action. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont conscience de la gravité des problèmes qu'on a à faire, qui ont à la maison des gamins qui leur disent mais papa, maman, vous faites quoi pour ce sujet-là, qui sensibilisent. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que l'acculturation, la compréhension du problème est là. Le passage à l'action, c'est un tout autre sujet. Parce qu'on est souvent dans le questionnement en entreprise de dire à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que ça va être utile et pertinent ? Est-ce que ça va être suffisant ? Il y a un côté anxiogène finalement qui peut arriver de se dire, même si je fais quelques actions, est-ce que ça sera réellement pertinent ? Tout à fait. Mais ça a été un peu pareil avec les citoyens. On a quand même passé beaucoup de temps à dire... je me souviens quand j'avais défilé pour le climat avec mes enfants il y a quelques années, j'avais une pancarte faites pipi sous la douche, tu vois. Bon, ok, très bien, brossez-vous, coupez l'eau quand vous brossez les dents et puis triez vos déchets. Ok, les gens jouent le jeu et PME mettez en place des gobelets, remplacez les gobelets par des tasses et mettez du tri dans vos bureaux et puis donnez un jour de congé supplémentaire à vos salariés. Ok, mais c'est nécessaire. Mais pas c'est suffisant. Pas le changement d'échelle. En fait, le changement d'échelle, enfin le vrai engagement, c'est l'action. Le vrai engagement, c'est l'action pour une entreprise qu'elle va chercher à non plus à faire parce qu'il faut faire les choses bien, mais elle va faire ça parce que c'est vital et c'est un super levier de développement et de renforcement de l'entreprise. Il faut qu'en faisant de la RSE, l'entreprise devienne plus forte et pas plus faible. Et donc, pour cela, il faut identifier les sujets qui sont les sujets pertinents pour chacune des entreprises auxquelles on s'adresse. Et qui sont liés clairement à leurs offres de produits et de services. En fait, c'est souvent ça le cœur du business. Alors, c'est un des sujets. Donc souvent, effectivement, le gros des impacts, il est dans les produits et services. Mais donc, pendant assez longtemps, là, pour rentrer dans ton sujet de prédilection, qui est celui du marketing, la RSE, elle a changé de main dans les entreprises. Et puis, par ailleurs, les responsables RSE, franchement, ils ont beaucoup de courage. Et en plus, on leur demande de faire peut-être un jour auditeur, un jour marketeur, un jour qualité service, un jour RH, etc. Il faut des sacrés moutons à 5 pattes pour être responsable de la RSE. Et en même temps, d'en savoir... de connaître toutes les réglementations, de se dire je suis capable d'expliquer un bilan carbone et en même temps les évolutions de gaz à effet de serre et tout ça, on peut pas. Enfin, c'est ça, c'est impossible en fait, de tout savoir. Il faut s'appuyer sur tous les experts internes de l'entreprise. Mais du coup, la RSE que j'observe depuis 16 ans maintenant, depuis la création de Hatch, au début, c'est facile de faire des actions qui génèrent des économies, tu vois. Donc, dans les usines, par exemple, on va faire de l'isolation, on va mettre en place on va optimiser les process, on va faire et cette RSE-là, elle est souvent rattachée à la qualité. La QHS, elle est rattachée à des process industriels, ou à des fonctions qui sont des fonctions de gestion, je sais pas, des fluides, sur les services généraux, l'énergie, des services généraux, etc. Très bien. Pendant longtemps, j'ai dit, la RSE, alors après, la RSE est un peu rentrée, a commencé à s'approcher de la com, parce qu'il y a des entreprises qui se sont dit, ah ouais, c'est pas mal, si on montre ce qu'on fait de bien, ou si on dit qu'on fait des choses bien, c'est bien pour la com. Donc il y a eu la grande folie du greenwashing des années 2000, 5-6, j'ai revu des campagnes il n'y a pas très longtemps avec des voitures, avec des fleurs qui sortent des pots d'échappement, tu vois, des voitures sous des torrents, des Range Rover, je ne devrais pas dire des marques, mais je repense à ces pubs, il y avait même du Peugeot, il y avait du Citroën, tout le monde un peu, il a été de son truc, on le verrait aujourd'hui, ces campagnes, on se dirait, oh la vache, ils y allaient fort quand même si l'ADEME vient de sortir un rapport il y a 2 jours qui montre qu'il y a encore 15% de greenwashing dans ce qu'on observe. Bref, parenthèse refermée. Mais donc, on s'est dit, OK, on a vu la RSE commencer à rentrer vers la com. Et puis, moi, j'ai souvent dit, mais en fait, il faut que la RSE rentre dans que le marketing, honnêtement, beaucoup de responsables marketing se contrefichaient un peu de ces sujets-là pendant longtemps. Et puis, ils ont commencé à regarder, en fait. Et en fait, ça, pour moi, ça a été à ce moment-là une victoire parce que, effectivement, comme tu le dis, à partir du moment où tu te dis, en fait, c'est mon produit dont je cherche à maximiser les ventes, qui intrinsèquement génèrent des retombées positives,
bah, tu as tout gagné. Parce qu'en fait, tu vas réussir à maximiser un impact positif en même temps que tu maximises les ventes de ton produit ou service. Ça, c'est génial. Mais il faut aussi avoir du cran d'aller voir la direction ou le codir, si jamais le responsable market n'est pas au codir, pour faire changer la mentalité des dirigeants, des associés ou des conseils d'administration, de dire il faut qu'on aille sur une autre direction, il faut qu'on repense notre business model et ça, c'est aussi du courage parce que c'est accepté de la part des dirigeants une potentielle baisse de chiffre d'affaires, une potentielle perte de clients. Et là-dessus, ils sont pas... Enfin, tu vois, l'économie est compliquée aujourd'hui. L'économie est compliquée. C'est plutôt assez tendu. L'année 2005 est tendue et je pense que 2026, ça continuera. Il vaut quand même mieux que ça ne génère pas trop d'économies de chiffres et de perte de clients. En fait, alors c'est pas toujours possible. C'est vrai qu'on peut pas prétendre qu'à tous les coups, ça génère un ROI positif à court terme. Pas toujours. Pour autant, il y a un certain nombre de choix effectivement courageux qui sont pour le coup de l'ordre du renoncement. Il y a des marques vraiment significatives. Tu vois, Mustela qui a arrêté les lingettes alors que c'était 8% de leur business. Bon, c'est une vraie décision. Ça m'a marqué parce que je viens de ce milieu-là, forcément. Donc, il y a des décisions un peu fortes qui sont effectivement des renoncements. Généralement, c'est des gens qui ont déjà atteint une certaine maturité sur ces sujets-là et qui ont déjà générer des retombées positives, que ce soit en termes d'attractivité, de notoriété, de visibilité, mais aussi en termes de vente sur d'autres catégories, tu vois. Enfin, voilà. Donc oui, il y a un cheminement, mais c'est pas du jour au lendemain. On va dire couper 80% de votre business, et puis peut-être qu'un jour vous récupérez. Donc c'est forcément des sujets comme de transition. Et par ailleurs, il est tout à fait possible, en particulier dans le monde d'aujourd'hui, et qui va être encore plus le cas demain, où les ressources sont contraintes, où l'approvisionnement est compliqué, où le coût énergétique est très élevé. De toute façon, des pivots sont nécessaires dans plein d'entreprises. Plein d'entreprises ne vont pas pouvoir continuer à faire du business dans les 10 années qui viennent comme elles en ont fait depuis 30 ans. Donc toutes sont... En tout cas, ce qui est certain, c'est que la question doit se poser dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui de quel monde se prépare, comment moi je me prépare au monde qui vient. Donc c'est pour ça que je présente la RSE désormais. Il me semble qu'il faut que la RSE change, elle aussi, s'adapte, elle aussi. Et je présente aujourd'hui la RSE d'aujourd'hui et de demain comme devant être une RSE que j'ai qualifiée de triple A. AAA, c'est-à-dire A pour anticipation, A pour appropriation et A pour adaptation. C'est-à-dire que pour moi, la RSE, elle doit, pour être intéressante et pour justement réconcilier le business et la RSE, réconcilier les dirigeants et les dirigeantes avec les gens qui font de la RSE, il faut qu'on en sorte par le haut de ce truc-là. Il faut arrêter de se dire la RSE, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Et il faut que la RSE arrête de dire mais le business, il pense qu'au business, il pense qu'à l'argent, il s'en fout de notre avenir. On va pas s'en sortir. De la planète et des ressources. Il y a un malentendu là, en fait. Il faut que l'un et l'autre, on regarde dans la même direction et que la RSE fasse l'effort de se dire comment je sers l'avenir de mon entreprise. Et ça, aujourd'hui, il y a une opportunité géniale de faire ça. Notamment parce que maintenant, ça y est, on sort du truc réglementaire, la RSE, c'est la CSRD, tout, c'est bon, ce chapitre commence à être fermé. On va pouvoir se reconcentrer sur les vrais bons sujets. Et les bons sujets, du coup, si la RSE, encore une fois, permet à l'entreprise d'anticiper, moi, j'encourage tous les responsables RSE et même les dirigeants de se dire à quoi peut ressembler mon business dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce qui arrive, en fait? C'est quoi? On peut pas prédire l'avenir, mais on peut imaginer des futurs possibles et en tirer des conséquences pour aujourd'hui. Et ça, normalement, en tout cas, moi, avec ma vision market, l'anticipation, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis toujours dans... faire du market, ça. Tu vois, le planning stratégique. Exactement. Ouais. T'es toujours sur du long terme. T'anticipes les attentes de tes clients, de tes prospects demain. Ouais. En même temps, de voir le marché, en même temps, de voir les autres secteurs d'activité. Ça, c'est normalement la clé. Ouais. Et moi, je te rejoins là-dessus sur l'axe anticipation, notamment par rapport à une cartographie des risques. Exactement. Généralement, quand j'accompagne les dirigeants, je commence avec le PESTEL de façon assez simple, mais qui permet d'englober l'ensemble des volets et de se dire et si demain il y a plus d'électricité, là, tu vas loin. Et si demain, il y a plus les ressources de matières premières utiles, c'est quoi ton plan B? C'est quoi ton plan C?
Et qui pourrait être ton plan A dès aujourd'hui, à partir du moment où Mais je suis complètement d'accord avec toi. Donc là, c'est sur ton premier, l'anticipation, je le vois complet. Donc c'est pour moi, donc voilà, donc premier exemple. Donc ton deuxième, enfin avec... Donc, juste pour dire sur l'anticipation, et ça va être vrai des deux autres, tu vois avec ton exemple que c'est plus un débat sur la RSE, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est bien pour le business à un moment de s'extraire pour se dire, à court terme, on n'y comprend plus rien, qu'est-ce qui peut se passer à 10-15 ans? Et ça, nous, on fait beaucoup de missions pour nos clients aujourd'hui d'anticipation. Tu vois, des analyses, comme tu dis, des cartographies des risques, des analyses de résilience. Je suis sur une matière première. On fait ça pour une entreprise qui fait des fruits secs, qui fait des cosmétiques, des ressources critiques. Au fait, ces ressources, elles seront où dans 10-15 ans? Elles seront probablement pas au même endroit que là où tu les sources aujourd'hui. Tu vois, par exemple. Ensuite, le deuxième A, c'est l'appropriation. Le problème souvent de la durabilité et de la stratégie RSE, c'est que la durabilité, le fait d'être pour ou contre la RSE, les sujets climatiques, etc., en fait, c'est pas un sujet directement importable dans l'entreprise, souvent. Pas immédiatement. C'est un sujet qui a des conséquences dans l'entreprise, mais pour un dirigeant ou une dirigeante, tu peux être extrêmement concerné et anxieux en raison du changement climatique ou en raison de l'effondrement de la biodiversité, ou en raison des conditions de travail de travailleurs dans des chaînes de valeur lointaines sur la dimension sociale ou autre, sans pour autant traduire cette préoccupation immédiatement dans ton business. Donc en fait, pour pouvoir s'emparer de la durabilité, il faut que l'entreprise puisse s'approprier le sujet. Et donc s'approprier le sujet, c'est convertir une problématique qui est globale en une problématique qui est la mienne. Faire que la durabilité soit mon sujet, mon problème. Et donc ça, la CSRD a contribué et d'autres évolutions ont contribué, notamment l'analyse de double matérialité a permis ça. C'est-à-dire de dire, en fait, la RSE, c'est pas tous les sujets. Il y a des cadres de référence, les ISO 26000, etc., qui te font un inventaire exhaustif. C'est utile, mais ça ne suffit pas, encore une fois. C'est bien pour comprendre les sujets, mais après, il faut se dire, OK, en fait, moi, dans mon business, la biodiversité, c'est un truc important pour moi personnellement, mais ça a très peu, alors il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal d'entreprises où la biodiversité n'est pas tellement un sujet. Ben, je vais pas m'occuper de ça, en fait. Je vais m'occuper des sujets sur lesquels je génère des impacts, qui génèrent des risques et qui génèrent des opportunités pour moi aujourd'hui et demain. C'est pleinement du business. Est-ce que j'ai des risques liés à la question sociale, des risques réglementaires, des risques juridiques, des risques réputationnels, des risques sociaux, des risques de rupture de chaîne d'approvisionnement, donc des risques business. Et donc, ça, c'est tout un savoir-faire, mais convertir la durabilité, tu vois, le grand nuage de la durabilité, de la RSE en un truc. Ah non, attends, en fait, on est en train de parler de où est-ce que je source mes matières premières, comment je fidélise mes talents, où est-ce que demain j'ai des nouvelles opportunités, des nouveaux gisements de business, etc. C'est cette appropriation. Et ça, c'est cette conversion des problématiques de durabilité dans la problématique de l'entreprise. Donc cette appropriation, elle est essentielle pour permettre le passage à l'action. C'est un peu en écho avec finalement une analyse de cycle de vie du produit ou du service. Voilà, parce que tu as ton processus global que tu reprends de ton début de vie jusqu'à ta fin de vie ou seconde vie, où tu vas te dire, je reprends chaque étape. Qui est impliqué. Enfin, tu vois, je l'ai fait en atelier de travail avec un de mes clients pas plus tard qu'hier. Donc c'est encore tout frais. Où voilà, on liste toutes les actions par étape, qui est impliqué, quels sont le matériel utilisé ou les ressources nécessaires. Et puis après, tu vois les 3 enjeux et les 3 impacts environnementaux, sociaux et économiques. Et là-dessus, on a fait un petit atelier, c'était une première étape. Mais déjà, il y a des optimisations qui viennent de suite par les équipes qui se disent, ah mais oui, mais tiens, mais ça, pourquoi on le fait comme ça? Mais on pourrait aussi le faire comme ci. Et voilà, et ça vient naturellement. Et ça, c'est juste une vraie joie de se dire, il peut y avoir des actions à mettre en place de suite, quoi. Carrément. Et qui sont simples chacun à son niveau. Exactement. Donc ton deuxième, l'appropriation. Et ton troisième? Et mon troisième, c'est l'adaptation. Alors, on en parle beaucoup en ce moment. C'est l'adaptation. D'ailleurs, nous, on vient de signer avec Hatch un partenariat avec le Human Adaptation Institute. Les sujets RSE, au fur et à mesure que les crises progressent, sont de plus en plus des sujets d'adaptation. En réalité, tu vois, tu prends le changement climatique, il faut atténuer, mais on sait déjà que la trajectoire, elle n'est pas conforme à ce qu'on aurait pu espérer de moins dramatique.
On sait déjà qu'on va dans des zones où ça devient un peu plus compliqué. Et donc, il va y avoir des gros enjeux d'adaptation. Alors, pour le climat, mais c'est vrai pour les sujets sociaux, comme c'est vrai pour les sujets environnementaux, c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour les pollutions, c'est vrai pour les réglementations, tu vois, l'adaptation. Donc, en fait, une fois que tu as anticipé ce qui pourrait se passer, que tu as dit, les sujets qui me concernent, c'est ceux-là. Donc, je me suis approprié, j'ai compris, en fait, j'ai traduit la RSE dans un langage qui est mon langage, moi, entreprise X, Y, Z. Ensuite, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, c'est comment est-ce que aujourd'hui, demain et à plus long terme, je fais changer des choses dans mon organisation pour que, comme je disais tout à l'heure, elle soit plus forte demain qu'elle n'est aujourd'hui, plus performante, plus robuste, plus résiliente, plus adaptée. C'est pour ça qu'on utilise ce terme. Comme dans le vivant, comme il y a des citations, une citation comme ça qui dit les espèces qui survivent, c'est pas les espèces les plus fortes, c'est les espèces les plus adaptées, c'est celles qui savent s'adapter à un environnement qui change. Et donc l'entreprise, c'est pareil. T'as pas d'entreprise aujourd'hui de 100 ou 150 ans, il y en a beaucoup. Des entreprises de 150 ans, on n'a pas une qui n'a pas connu des milliers de crises, enfin peut-être pas des milliers, mais des dizaines, des adaptations successives à des changements d'environnement, de référentiel. On connaît tous des grandes histoires, des grandes sagas d'entreprises qui ont démarré sur un business, qui sont arrivées sur un autre, etc. Aujourd'hui, ce qui nous arrive et ce que nous vivons dans la société avec les tendances géopolitiques, sociales, sociétales, technologiques, politiques, on est gâtés en ce moment. On est gâtés. On est dans un moment où la nécessité d'adaptation est immense. Et elle n'est pas facile à piloter parce qu'on doit s'adapter vite sur beaucoup de sujets en même temps. Donc, la RSE doit devenir est un sujet d'adaptation et de transformation. Donc voilà, le triple A, c'est ça. C'est l'anticiper, s'approprier et s'adapter pour l'entreprise, pour elle, pour, bien sûr, contribuer à un monde sans doute plus désirable pour nos enfants que celui que nous connaissons aujourd'hui, ou pour nos petits-enfants, l'histoire le dira, mais aussi pour elle, et avant tout pour elle, pour être aussi une organisation, un groupe de personnes plus adaptées, et donc plus performantes aussi, et plus robustes et mieux positionnées dans le monde qui arrive. Pour ça, on a besoin d'une qualité qui est l'optimisme, là, au-delà de la résilience. C'est le fait d'être dans l'action et en même temps d'être optimiste par rapport au futur, parce que sinon on peut se dire je m'arrête, je suis bloqué et je suis le lapin avec les phares de la voiture en face, quoi. Bien sûr, oui. Écoute, c'est sûr que le pire ennemi un des ennemis de nos engagements, c'est le cynisme. Mais pas très loin du cynisme, il y a le fatalisme aussi, de se dire que de toute façon, c'est foutu, quoi. Et il y a des gens aujourd'hui qui se disent foutu pour foutu, cramons tout, de toute façon. Et c'est souvent, d'ailleurs, plus on approche des crises, plus tu vois parfois des comportements comme ça. Il y a pas 36 chemins, hein. Soit on se dit, comme beaucoup font en ce moment, notamment dans le monde politique, allez, chacun pour soi. La fin de la phrase, c'est Dieu préservera les siens, je crois. En tout cas, chacun pour soi, et puis advienne que pourra. Et donc, c'est la guerre de tous contre tous. Soit on se dit, il y a un chemin vers un mieux, et on va trouver des solutions parce qu'on n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions collectives. De toute façon, l'optimisme, c'est de se dire qu'à travers l'histoire jusqu'à maintenant de l'humanité, on a quand même toujours trouvé un moyen de sortir des crises pour aller vers du mieux. Et moi, mon optimisme à moi, c'est que je suis convaincu que dans 100 ans, on se retournera sur notre époque en disant, dis donc, les pauvres, d'abord, ils étaient un peu quand même sous-développés parce qu'il faut quand même être, comme on regarde aujourd'hui, tu sais, certaines choses héritées de notre histoire, de l'histoire de nos ancêtres, en disant, c'était quand même des gens un peu sous-développés. Ils avaient sur certains aspects de traite humaine, de relations à certains sujets. On se dit, mais c'était quand même un peu des sauvages. Je pense qu'on va regarder notre époque de la même manière. C'est nos arrière petits, les enfants se diront, quand même, des gens qui ont été capables d'aller potentiellement épuiser jusqu'à la dernière goutte de ce dont ils ont besoin pour se nourrir et pour nourrir leurs enfants, et ils étaient quand même pas très malins. Et donc, mon optimisme, c'est de dire que nous en sortirons, et quand on en sortira et qu'on se retournera, on vivra dans un monde plus souhaitable, plus équilibré, plus respectueux
du vivant, qui comprend mieux le vivant, les écosystèmes, et plus respectueux aussi des uns des autres. Sinon, c'est la guerre de tous contre tous, comme ce que je disais, c'est sûr. Et la fin de l'histoire. Écoute, on réécoutera cet épisode dans 20 ans. Dans 100 ans, je disais, je sais pas. Bah, dans 100 ans, c'est-à-dire on sera plus là, mais... Je sais pas, je suis très optimiste, c'est pour ça qu'on sera encore déjà là, en tout cas. Mais c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de CSRD et c'est vrai que la table ronde pro durable, c'était ça. Tu mettais un peu les pieds dans le plat. Est-ce que du coup, on doit arrêter de faire la RSE parce que la CSRD n'a pas été votée, en tout cas sur le début d'année. Là, ça y est, ça rebouge. Est-ce que tu veux en parler un peu par rapport à l'actualité ? Oui, en 2 mots. Donc, en février dernier, la commission a dit stop. La CSRD, c'est trop compliqué, trop d'entreprises. Ils ont fait une proposition de loi omnibus pour dire, au début, on devait avoir toutes les entreprises de plus de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires allaient être soumises à la CSRD, c'est-à-dire à l'obligation de publier un rapport qui explique ce qu'elles font sur les sujets de durabilité et fournir des données. Mais avec beaucoup de données, indicateurs hyper avec les précis, fameux, on a dit soi-disant 1200 points de données. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il fallait en sélectionner, mais malgré tout, c'était très lourd, très compliqué, très indigeste, en particulier pour les entreprises plus petites et les entreprises moins avancées en matière de RSE. Ceux qui étaient déjà bien avancés, bien structurés, habitués à publier, c'est un effort, mais ils étaient, au contraire, c'était l'opportunité pour elles, au contraire, de peut-être prendre encore une longueur d'avance parce qu'elles étaient mieux préparées. Bon. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont un peu alerté et il y a eu aussi un contexte politique qui a fait que un mouvement s'est mis en place pour repousser cette réglementation et pour déréglementer le plus possible, déréguler le plus possible. Donc, moi, je suis pas un politicien, mais enfin, quand tu te penches un peu dans le truc, tu te rends compte qu'évidemment, il y a un alignement des planètes géopolitiques et des planètes politiques qui fait que des gens qui sont en faveur d'une dérégulation à tout crin ont trouvé un bon alignement de planètes et une bonne opportunité de le faire. Donc, il y a eu un pushback très fort de la CSRD et surtout, en fait, ce que ça a entraîné, c'est que, donc, prétendument pour amener de la simplification pour les entreprises, mais en fait, ça a ouvert une séquence qui vient de se terminer il y a 2 jours, donc ça, de 10 mois, en fait, où les entreprises ne savaient plus si elles allaient être soumises, quand, et si oui, quelle allait être leur obligation. C'était le flou total. Donc, ça fait 10 mois qu'on n'y comprend rien, que les entreprises, tant bien que mal, se disent, alors, je vais devoir le faire, je vais pas devoir le faire, je vais être concerné, oui, quand, du coup, je priorise quoi? Ça a créé un gros coup de frein généralisé. Et là, depuis 2 jours... Sur les budgets aussi. Sur les budgets, sur les décisions. Est-ce qu'il faut mieux agir, faire un bilan carbone, avancer dans son plan de décarbonation? Est-ce qu'il vaut mieux faire un rapport de durabilité, donc mettre son budget plutôt sur un rapport? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un budget sur un sujet en lien avec le social, sur les conditions de travail des salariés parce qu'elles sont difficiles, sur la santé mentale? Enfin, il y a des problèmes partout, en fait. Et donc, le cadre réglementaire étant flou, c'est le pire qui puisse arriver. En général, les gens disent il vaut mieux un truc un peu contraignant, mais au moins tout le monde sait à quoi on est soumis et on y va, plutôt qu'on ne sait pas. Donc on ne savait pas, et depuis 2 jours, on sait enfin, après 10 mois de discussion et de négociation, on sait qu'en gros, 80 à 90% des entreprises initialement prévues pour être dans le périmètre n'y seront plus. Et donc c'est les entreprises de plus de 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires qui vont être soumis à cette obligation. Pour celles qui n'y étaient pas encore dans le scope, ce sera dans 2 ans. Voilà. Donc à partir de 2028. Donc c'est un peu la fin d'une séquence là, une séquence qui a été une séquence de grand flou, de grands débats un peu idéologiques, de postures un peu politiciennes, de représentants d'intérêts, etc. Ça a été un peu la grande cacophonie. Ça a arrangé pas mal aussi de gens, sans doute que ce soit une grande cacophonie. Là, on arrive à un moment de clarification. Et donc pour moi, ça ouvre aussi un nouveau chapitre. Et celui dont je parlais avant, en fait, un chapitre où la RSE va pouvoir redevenir un sujet où, OK, le reporting et la publication, c'est quelque chose d'assez important et vertueux, notamment pour les investisseurs, pour les financiers, pour les donneurs d'ordre. Publier de la donnée RSE, ça va devenir une pratique courante. Il va falloir le faire parce que publier que des données financières, c'est insuffisant pour comprendre un business aujourd'hui. Mais ça n'est qu'une petite partie du sujet, en fait, publier des données et reporter. Et c'est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette, quoi. Et c'est pas une finalité en soi, mais c'est un point d'étape et
C'est une opportunité de faire un bilan. Oui, exactement. De savoir où on en est. C'est ça. Tu vois où t'en es pour te dire vers où je vais, Mais du coup, qu'est-ce que je peux améliorer, diminuer, comment. Exactement. Mais du coup, on a dit à beaucoup d'entreprises avec la potentielle CSRD qui allait arriver, dans un an, vous devez reporter. Sauf que beaucoup n'étaient pas prêtes, en fait. Ouais. Elles étaient. Oui, mais ça faisait beaucoup de chamboulements. Enfin, on et le puis, voit. il fallait 18 mois pour faire un reporting. Donc, en fait, quand tu n'avais pas commencé à structurer ta stratégie RSE, tu devais brûler les étapes. Tu devais faire une analyse de double matérialité, collecter les données, faire un rapport, le publier. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, sans passer par la décantation nécessaire pour faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire anticiper, s'approprier. Oui, se poser les bonnes questions stratégiques. Et donc, en fait, se poser les vraies départ. questions stratégiques. Donc, ça a contribué à donner l'impression à beaucoup de gens qui étaient pas trop au fait de ces sujets-là que la RSE, c'est un truc embêtant, contraignant, non stratégique, et qu'on n'a pas d'argent pour ça, ni le temps en ce moment, vu qu'on est tiraillé et attaqué de toutes parts par une concurrence extrêmement agressive. Donc, voilà. C'est vraiment l'opportunité maintenant, à la fin de ce chapitre. Donc ça signifie que toutes les entreprises de 250 salariés et plus ont 2 ans pour s'y préparer. De 1000 et plus. Les autres, elles sont plus dans le scope. Là, pour maintenant, tu veux dire. Mais tu disais, c'est dans 2 ans pour les autres. Non. Donc, les seules qui vont rester soumises, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est celles de plus de 1000. Tout à fait. Les autres sortent. Et en fait, jusqu'à maintenant, celles de 250 à 1000, elles auraient dû publier l'année prochaine. Enfin, celles qu'on appelle de la vague 2. Les plus de 250, pardon. Mais du coup, ça inclut aussi des entreprises de plus de 1000 qui n'avaient pas encore reporté. Et donc, il en reste dans celles-là qui n'ont pas encore reporté, qui vont devoir le faire dans 2 ans. C'est ça. Mais globalement, toutes celles qui ont moins de 1000 ne sont plus obligées. Après, ce qui se passe, c'est que parmi celles qui sont plus obligées, t'en as beaucoup qui vont le faire de manière volontaire, de publier des rapports. Donc oui, puis il y a aussi l'esprit un peu chaîne de valeur où les gros vont imposer un certain nombre d'informations de part de leurs sous-traitants et fournisseurs et prestataires. Et si le prestataire il n'est pas capable d'apporter le chiffre, il faudra bien qu'il se le mette quelque part dans les lignes. Il va y avoir un peu un effet boule de neige. De toute il y a façon. un effet boule de neige, c'est clair. Il y a un effet d'entraînement, c'est clair pour les PME de la part de leurs donneurs d'ordre, mais c'est déjà un peu le cas. Souvent dans les appels d'offres, tu as une partie de la note sur la RSE qui est de plus en plus importante, 10-20%. Beaucoup de clients nous disent, nous, il faut qu'on fasse un bilan carbone, qu'on fasse une notation EcoVadis, qu'on fasse un label ou que sais-je, parce que les donneurs d'ordre nous le demandent et parce que pour gagner des appels d'offres, on en a besoin. Donc en fait, tu as plein de phénomènes comme ça. Tu as aussi les investisseurs, au moment d'un investissement, qui te demandent... Les banques, les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement te disent, c'est quoi, donnez-moi vos datas. Pour piloter le risque d'investissement, il y a besoin de ces informations. En fait. Donc, de toute façon, le mouvement vers plus de transparence et plus de collecte de data sur ces sujets, pour moi, il est lancé. Et il est lancé partout dans le monde. On a beau dire, il y a des endroits du monde où on se fiche de ces sujets-là, c'est tout à fait faux. Même aux États-Unis, tu publies des données extra-financières selon l'ISSB. En Australie, en Chine, ils ont également publié un équivalent d'une CSRD qui est mise en œuvre désormais. Donc, publier de la donnée extra-financière, ça va devenir un standard. Pour ça, c'est pas publier pour publier, c'est justement la bonne approche, c'est de se dire, ok, je vais identifier les sujets importants pour moi, je vais mettre en place des plans d'action, piloter la donnée pour voir où j'en suis, comme tu dis, quelles sont encore mes marges de progrès, quelles sont mes difficultés, et faire un effort de transparence, de communication à mes parties prenantes, c'est bien, parce que ça les informe, et ça leur montre aussi que je maîtrise un peu les sujets. Et donc, et que je fais des choses. Et que je fais des choses. Et que, en tout cas, je pilote pas à l'aveugle. C'est comme si tu avais aujourd'hui, si tu as que des données financières, c'est un peu comme conduire une voiture de nuit dans le brouillard avec juste un compteur de vitesse, quoi. Si dans ta voiture, tu as que la vitesse, il te manque quand même pas mal de données, quoi, pour être sûr que, tu vois, que tu pilotes bien. C'est ça, que tu vas pas te prendre le camion en face ou l'arbre sur le côté. Ça, c'est clair. Et tu parlais de démarche volontaire. Peut-être, est-ce que tu veux expliquer un peu plus la VSME? Ouais. Alors, j'essaie c'est un peu technique, mais je vais essayer de dire les choses assez simplement, en tout cas, pour que ça dure pas non plus des heures. Donc, comme je viens de le dire, beaucoup d'entreprises sortent de l'obligation de produire un reporting volontaire. Obligatoire, réglementaire. Parmi celles-là, certaines se disent, non, mais moi, en fait, je faisais déjà un rapport. Ça arrive qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui fassent déjà un rapport. Ou alors, j'ai commencé à bosser. C'est un peu dommage d'arrêter le boulot en plein milieu. J'aurais bien envie de faire un rapport de durabilité l'année prochaine. Allez, j'ai envie de le faire. Et celles-là,
la Commission, l'Europe leur a dit, vous avez un outil qu'on a développé qui s'appelle VSME. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux VSME. VSME, c'est pour voluntary, donc c'est un cadre de reporting volontaire qui est extrêmement simplifié par rapport à ce qu'est la CSRD. Donc, au lieu d'être 350 points, c'est 80 points. Et c'est sur des données qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est déjà pas mal pour des entreprises qui n'auraient jamais rien fait. Et surtout, sans doute que toutes les entreprises vont aller vers le fait d'être capables de produire leurs données VSME. Ça va être un peu le minimum médical que tu as à disposition si tu dois informer un donneur d'ordre, un financier ou autre. Mais ce cadre-là, au début, il a été créé pour les entreprises de moins de 250 salariés, justement celles qui devaient sortir de la CSRD. Mais aujourd'hui, c'est les entreprises de moins de 450 millions d'euros qui sortent de la CSRD, tu vois. On parle plus tout à fait de la même chose. D'entreprises de plus de 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça commence à être parfois des entreprises structurées, qui publient déjà, qui ont de la data, qui ont du pilotage RSE, etc. Ceux-là, la VSME, beaucoup nous disent, c'est de la gnognotte, pardon. Ouais. C'est pas que c'est trop fastoche. Parfois, c'est un peu contraignant. Tu dois publier combien de sites industriels tu as à proximité d'une zone sensible en termes de biodiversité. Enfin, des trucs qui sont pas forcément évidents à savoir. Pour autant, c'est un nombre de données limité qui permet pas de piloter de manière stratégique, dans lequel tu n'as pas d'informations sur la cartographie de tes chaînes de valeur, de tes parties prenantes, de ta double matérialité. Et donc, c'est un début de collecte de data, mais c'est insuffisant. Et donc, nous avons pris l'initiative, au sein d'une association que j'ai cofondée, qui s'appelle We Are Europe, de créer un référentiel qui soit entre les deux, qui s'appelle le We Are Europe, le standard de reporting pour les ETI et PME We Are Europe. Tu vois, c'est un standard de reporting volontaire, en fait, qui est un peu un entre-deux. Entre les deux. Ouais. Donc il contient toute la VSME. On a toute la VSME dedans. Ouais. Donc toutes ces fameuses données minimales ceux qui nous écoutent et qui veulent juste arrêter la VSME, ils peuvent trouver les infos facilement sur Internet. Tu extrais, c'est un super joli fichier Excel avec plein d'onglets, fort sympathique à remplir. Donc ça c'est possible. Mais la philosophie qu'on a essayé de garder, c'est de se dire, il faut que le reporting soit pas, comme tu disais, une fin en soi ou un exercice bête et méchant. Il faut que ce soit une opportunité pour l'entreprise de se poser des bonnes questions et de collecter de la donnée sur des choses utiles. Donc on a gardé dans ce référentiel volontaire, une analyse de ses propres impacts, risques, opportunités, une hiérarchisation des sujets et une collecte de données sur les sujets qui sont les plus importants pour soi. À nouveau, l'appropriation, tu vois. C'est cette double matérialité dont on a beaucoup parlé. Elle permet de se dire, c'est quoi les sujets importants pour moi? Et donc, avec notre référentiel là de We Are Europe, on a un truc qui permet aux entreprises d'avoir un exercice quand même pas trop fastidieux et trop coûteux, qui est un entre-deux, mais qui contient un peu plus de données et un peu plus de réflexion stratégique que VSME. C'est le truc qui manquait, l'entre-deux entre VSME et la CSRD. Et soit dit en passant, comme on le disait tout à l'heure, il y a des entreprises qui vont être soumises dans 2 ans. Et il y a des entreprises qui sont en dessous des seuils aujourd'hui, mais qui seront peut-être au-dessus des seuils dans 2 ans. Tu vois, celles qui font 900 salariés et 430 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je leur souhaite, c'est qu'elles passent 1000 salariés et 450 millions dans 2 ans. Donc peut-être qu'elles seront soumises. Donc il faut aussi s'y préparer. Donc le standard We Are Europe, il est pas mal parce que c'est un tremplin, c'est un entre-deux. Tu as déjà collecté, tu vois, c'est pleinement compatible avec la CSRD. Donc tu as collecté un peu plus de la moitié des données qu'on va te demander dans la CSRD avec le format attendu. Et donc tu as déjà fait une partie du boulot. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est quoi, c'est sous la forme d'un logiciel? C'est un Excel, non, c'est un Excel qui est disponible dans pas mal des logiciels. Je sais que tu as reçu Noël de Zeil ici, Greenly, Sami, CodeGaia, Tenaxia. Il y a pas mal de plateformes qui ont pris déjà le référentiel We Are Europe pour le mettre dans leur outil. Donc si vous utilisez un de ces outils, il y en a une vingtaine, pour piloter votre data ESG, vous pourrez extraire un rapport format We Are Europe. Et après, sinon, c'est un Excel et puis tu le remplis et tu fais ton rapport toi-même ou tu te fais aider pour ça. Et donc, à la base, We Are Europe, c'est pour ça que tu as eu envie de le créer? Alors, au départ, j'ai voulu créer We Are Europe au début de l'année parce que justement, il y avait ce fameux backlash RSE. Il y a eu une séquence, on en a quand même avalé un certain nombre de couleuvres entre le contexte géopolitique qui a évolué. Tu parles de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple et pas que. Tu vois, tu disais et si ou qui aurait pu prévoir, on fait ça aussi pas mal, qui aurait pu prévoir le Covid, la guerre en Ukraine, l'arrivée de Trump, le retour de Trump, des choses qui dans le monde entier. Donc, un contexte lourd pour les acteurs engagés, avec cette séquence CSRD, cette remise en cause et la dérégulation, il y a eu une quarantaine de lois, même en France, qui ont été remises en cause au début de l'année. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu l'agence bio qui a failli être démantelée. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses.
Après, il y a des choses, on a tendance à les oublier. Mais Ouais. Et en fait, beaucoup de gens ont commencé à affirmer, et encore aujourd'hui, la durabilité, c'est contre la compétitivité. Il faut arrêter la durabilité parce que ça empêche l'Europe d'être compétitive, ça empêche nos entreprises d'être compétitives. Et donc, avec d'autres, on s'est dit en début de l'année, non mais en fait, ce discours-là, il n'est pas représentatif de nous, ce qu'on voit et ce qu'on entend dans les entreprises. Les entreprises, certes, veulent qu'on leur foute un peu la paix, et que surtout, on ne les accable pas de normes, mais ça ne veut pas dire qu'elles pensent que la durabilité, ça sert à rien. Hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'en croise très peu. Et tu vois, il y a encore, je sais pas, le Global Risk Report d'AXA qui est sorti en 2025, qui sort chaque année. Le risque numéro 1 identifié par la majorité des décideurs européens, c'est le risque climatique. Donc, les gens à peu près normalement... Le 2, géopolitique, et le 3, la cybersécurité. Il y a des risques qui montent pas mal en ce moment, voilà. Et donc... n'importe qui selon moi, un peu rationnel, ne peut pas dire la durabilité, ça sert à rien. Et surtout, la durabilité, c'est contre mon business, c'est contre mon intérêt. Non. Et pourtant, beaucoup de gens ont dit ça depuis des mois, et notamment des représentants d'intérêt qui ont dit ça très fort, en disant foutez-nous la paix avec la durabilité, et pour profiter de cet alignement de planète, encore une fois, pour déréguler. Et donc, avec d'autres, on a dit non, mais en fait, ça, c'est pas ce que pense la majorité des gens. Il faut qu'on fasse entendre une voix qui rappelle que nous, en Europe, d'abord, on vit pas si mal. On a un continent qui s'est entredéchiré pendant des siècles et des siècles, mais c'est arrivé à une zone qui a appris ce que voulait dire la paix et ce que voulait dire aussi un certain nombre de valeurs que nous défendons. C'est durement gagné par nos ancêtres et c'est pas éternel. Et par ailleurs, c'est un continent où les entreprises européennes sont mieux classées que toutes les autres dans les classements de la durabilité et où on sait mieux qu'ailleurs combiner des enjeux économiques avec des considérations sociales et des considérations environnementales. Et on peut en Europe, et on est déjà, et on peut être les mieux armés pour demain, le monde qui arrive. Et comme plein de gens disent en ce moment, il faut arrêter, il faut faire comme aux US, comme en Chine, ceux qui ont tout compris, etc. Allons-y à fond et arrêtons, oublions tout le reste. Pour moi, on se tire une balle dans le pied. Et c'est ça qu'on a dit, en fait. On a dit, attendez, si le projet de l'Europe, c'est de devenir une mauvaise copie des US, moi, j'ai beaucoup de respect pour les Américains et les Chinois. Chacun a sa culture, son histoire, etc. Mais je dis juste que c'est pas en essayant d'imiter mal les autres qu'on va gagner. Hein. Ça, c'est sûr. Tu vois, c'est du Sun Tzu, l'art de la guerre. Si tu utilises les armes de tes ennemis ou de tes adversaires, t'es à peu près sûr de perdre. Bon, eh bien, donc on a dit ça et on a été plusieurs à dire en fait, ce sujet de la durabilité, il faut le porter à une échelle européenne. C'est un sujet de souveraineté, de leadership, et c'est un sujet éminemment économique. Quelle économie on veut demain ? Il n'y avait pas d'organisation comme ça qui existait sur d'autres... Il y a eu quelques initiatives, mais on a fait un mapping un peu. Il n'y a pas énormément en fait, les sujets de durabilité, il y a quelques initiatives. Hein. Il y a eu Business for a Better Tomorrow pendant issue notamment du mouvement Impact France et d'autres. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives de ce type qui promeuvent l'économie durable, qui sont à des échelles nationales. Et justement, le propos de We Are Europe, c'est de dire en fait, c'est des choses qui sont communes à beaucoup d'entreprises à travers l'Europe. Et donc, on a mené un certain nombre d'actions. On a créé une association qui s'appelle We Are Europe, qui fédère plusieurs centaines de professionnels, à peu près 500 dans toute l'Europe, dans 25 pays. Et on a produit un certain nombre d'actions. On agit sur 3 piliers. Écouter, demander aux entreprises et aux professionnels ce qu'ils pensent. Donc, on a fait, c'est études. dingue, hein, une étude. Parce que tout le monde dit, les entreprises sont contre la CSRD, sont contre la durabilité, sont contre le pacte vert. Nous, on les a interrogés avec une méthode scientifique, avalisée par HEC, etc., tu vois, académique. Et 61% étaient pour la CSRD. Ils étaient pour des aménagements, mais ils étaient favorables ou très favorables à la CSRD. Alors que d'autres disaient tout le monde est contre, tu vois. Et on a comme ça creusé les raisons, ce qui est bien, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, etc. Donc on fait des études, il y en a eu d'autres aussi. On essaie d'amplifier cette voie, de rééquilibrer un peu le narratif qui est ultra écrasé en ce moment par ceux qui disent la durabilité, c'est contre la compétitivité, c'est contre la souveraineté. Okay, donc de ramener un peu, parce que ce que je pense être l'opinion de la majorité silencieuse, donc de gens comme toi et moi qui disent non mais attendez, soyons rationnels. Juste, si tu prends les sujets et que tu les décortiques, tu vois bien que la durabilité, c'est une question de survie et c'est une question de performance pour l'entreprise, pour demain. Mais faut-il bien la prendre par le bon bout et prendre les bons sujets.
Donc on amplifie, on crée des tribunes, on va voir des décideurs politiques à Bruxelles et leur expliquer ce que pensent les entreprises. Et enfin, outiller, le troisième levier. Et donc on crée des outils. On a un centre de ressources sur le site weareeurope.group, G-R-O-U-P, où tu accèdes, tous les gens qui nous écoutent peuvent y aller. Il y a un resource center, un centre de ressources où tu as en libre service, gratuitement, des banques de données d'impact, risques et opportunités sectorielles. Si vous êtes dans un secteur d'activité, vous pouvez aller voir quels sont en général les impacts, risques et opportunités qu'on retrouve fréquemment dans ces secteurs d'activité. Et par rapport à ce que fournit ou la base de ressources de l'ADEME, c'est toute cette bibliographie qu'on a un peu consolidée, tu vois, et c'est complémentaire. Mais c'est plein de sources comme ça qu'on a croisées pour ça. On a aussi des guides méthodologiques pour comment bien mener une analyse de double matérialité, une stratégie RSE. Et puis, ce standard dont j'ai parlé, le Midcap standard pour son reporting, qui est mis à disposition aussi de toutes les entreprises. Il y en a plusieurs dizaines maintenant qui préparent un reporting en utilisant ce outil. Et c'est ça, comment t'arrives à mesurer le nombre d'entreprises qui l'utilisent? Ouais, qui l'utilisent. On ne sait pas encore très bien le mesurer. Justement, c'est notre chantier du moment. Parce qu'en fait, comme on le met on demande un mail pour télécharger, mais malgré tout, ça ne dit pas si les gens vont l'utiliser. Donc, on aimerait bien en ce moment, s'il y a des gens qui ont décidé de l'utiliser, dites-le nous. Écrivez à We Are Europe, parce que à la jeunesse de We Are Europe, une de nos volontés, le premier truc qu'on a fait, c'est mettre une photo de profil sur LinkedIn avec des petites étoiles européennes. Parce qu'en fait, le sujet, c'était se compter. C'est de dire, en fait, on est des millions. En fait, je l'avais pas vu avec ton profil, parce qu'à l'époque, du coup, mais je l'avais vu avec le profil de Noël. Parce qu'en fait, du coup, le propos, c'est aussi de se compter. Nous autres qui pensons que l'Europe doit maintenir une ambition de durabilité. Et que la souveraineté est importante. Ouais, et que la durabilité est une chance pour l'Europe. Et donc il y a l'idée de se compter. Et donc là, sur l'histoire on utilise de référentiel, on a besoin de se compter, parce que plus on sera nombreux, plus on créera un mouvement européen d'entreprises qui s'engagent pour la durabilité, pas parce que le régulateur leur a dit il faut le faire, mais parce qu'elles ont vu une opportunité pour elles d'avancer dans la bonne direction. Et là, c'est tout type aussi d'entreprise, de taille. Est-ce que une entreprise qui est franco-française, elle peut se dire je rentre quand même dans l'assaut ou... Ah, bien sûr, on a des entreprises françaises, on a des entreprises de tous les pays, et on a des local delegates, donc des délégués locaux dans différents pays, en Roumanie, Croatie, Danemark, France aussi, Allemagne, Belgique, Luxembourg. Et donc, on a des représentants nationaux, mais c'est une association européenne avec des gens qui sont implantés dans chacun des pays d'Europe. Et comment tu arrives à gérer en plus de Hatch et de tout le reste? Écoute, c'est une association, donc alors on a beaucoup avancé au début, notamment sur les sujets des études et tout. On a produit des gros efforts. En fait, c'est une asso super, où plein de gens se sont réunis, beaucoup de gens mettent de l'énergie et du temps à disposition. On a une stagiaire, Louise, que je salue, qui finit aujourd'hui d'ailleurs son stage, mais on a beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes qui sont souvent des experts de la durabilité ou des responsables dans des entreprises qui ont une assez bonne connaissance et une assez bonne capacité de travail aussi. Mais la seule chose qu'on n'a pas, c'est de l'argent. Donc d'ailleurs, je passe un message. Si on veut nous donner même 50, 100 euros, 200 euros sur le site de We Are Europe, ça nous est très utile, parce que on a avancé plutôt avec l'énergie et de la mise à disposition du temps et du bénévolat et du mécénat. Donc moi, je fais une petite partie du boulot. Tu me demandes comment... C'est quand même des sujets que je manipule au quotidien dans mon activité. Donc c'est pas un grand écart. Mais c'est des sujets souvent à la frontière de l'action, du plaidoyer, tu vois. Donc là, ce que je fais, par exemple, c'est pour We Are Europe, tu vois. C'est nécessaire, ça me semble essentiel pour que, entre guillemets, les entreprises se fassent pas avoir, en fait. Parce que ce qui est en train de se passer, là, c'est qu'il y a tellement de confusion, tellement de messages, tellement de cynisme aussi, que moi, ma crainte, c'est que des entreprises se fassent un peu rouler dans la farine, quoi. Elles vont entendre, ah bah oui, non, mais la durabilité, c'est bon, il n'y a plus besoin de s'en occuper, focus sur le business. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, focus sur le business, si on s'occupe pas de problématiques sociales, environnementales, de gouvernance, de tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Si on s'occupe pas de ces risques pour moi, ça c'est quoi le business, en fait? Ça nous paraît une évidence, en fait, aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on est aussi la tête dedans et que... qu'on est tombé dans la marmite et qu'on y est resté. Oui, parce qu'on a un peu décortiqué aussi ce qu'il y a derrière, en fait. On est passé de l'autre côté de ce rideau du malentendu dont je parlais tout à l'heure. On voit un peu autre chose. Je pense qu'il faut dépassionner et désidéologiser le débat, en fait. Et c'est vraiment le problème, en fait. C'est que le sujet, en fait, il y a des gens qui disent, la RSE, c'est un truc de woke, tu vois.
Ouais, bon, alors en plus avec le début d'année, on a dit on n'a plus le droit de dire diversité, femmes, climat, inclusion, etc. Donc en fait, dans un grand sac, on est en train de mettre tout ce qui de près ou du loin ressemble à un Oui, finalement, empêcheur ça de tourner sert en rond, plus à quoi. rien, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, du coup, c'est un malentendu. Donc, faut sortir de l'idéologie, il faut parler du business. On parle de business, quoi. Enfin, tu vois, on parle que de ça, en fait. Enfin, moi, en tout cas, chez Hatch, on ne parle que de ça avec nos clients. Hein. Bah oui. Enfin, moi aussi. Hein. Bah oui. En plus, c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est ce qui fait que demain, tu peux garantir de payer tes salariés. Mm-hmm. Enfin, voilà, t'es juste obligé de parler de business. Mais c'est juste un business différent, enfin, autrement, par rapport à certains. Et alors, si on reste sur We Are Europe, c'est quoi les next steps sur les prochains mois? Bah là, actuellement, je sais, là, on enregistre en décembre, mais du coup, l'épisode sera publié début 2026. Donc, tu vois, sur 2026. Encore beaucoup avancé d'ici là. Mais non, surtout là, actuellement, ce qui nous occupe beaucoup, c'est ce référentiel dont j'ai parlé, parce qu'on est dans une période où les entreprises vont se remettre en route sur, bon, est-ce qu'on produit ou pas un reporting en 2026? Si vous hésitez encore à le faire, si vous vous demandez quel référentiel choisir, bah, jetez un œil sur le référentiel de We Are Europe. Il est, encore une fois, adopté par maintenant de nombreuses entreprises et il répond vraiment à pas mal j'ai oublié de le dire, mais il a été fait par un groupe de travail composé d'entreprises, d'auditeurs, de financiers, d'experts, etc. Donc, de gens qui sont vraiment au cœur du sujet, quoi. Et d'entreprises elles-mêmes. Donc, c'est un référentiel. Oui, d'acteurs. Des ETI pour les ETI, des PME pour les PME, tu vois. Enfin, c'est vraiment les entreprises elles-mêmes. Donc, ça répond vraiment à leurs enjeux. Donc, ça, notre gros sujet du moment, c'est ça. Et puis après, on a des sujets internes de structuration, de pérennisation de l'association, de financement. Je l'ai dit, j'ai l'air d'insister, mais c'est quand même... Au début, on s'était dit, on va faire ça sans argent, mais en fait, ne serait-ce que si on veut prendre une personne pour faire durer nos travaux et nous donner une assise et de la visibilité. Voilà. Là, on va probablement lancer donc je pense qu'il sera lancé d'ici là, mais un club des ETI, justement, un club mid-cap, donc un club des entreprises qui utilisent ce référentiel pour qu'elles puissent échanger ensemble sur leurs pratiques, sur leurs éventuelles difficultés, sur une meilleure compréhension justement de ces démarches de reporting, de durabilité. Et puis plus globalement sur la RSE et sur ce qu'elle peut apporter aux différents business, qui est un peu de l'entraide. Il y a beaucoup besoin de collectifs en ce moment. Donc on va faire un club européen là-dessus. Et voilà. Et puis après, des sujets qu'il faut défendre et sur lesquels il faut s'engager, il n'en manque pas. Donc je pense que voilà, il y aura de quoi faire. Je vois, tu vois, ça fait déjà 1 heure c'est fou. qu'on papote. il y a plein de sujets que je m'étais notés. Est-ce que juste, j'aimerais bien aborder la notion des labels. Vous avez choisi avec Hatch d'être B Corp, société à mission, tu en as parlé tout à l'heure. Et juste, j'aimerais avoir ta vision, tu vois, sans langue de bois, tu vas Cash. Pourquoi B Corp et pas Lucie, Engagé FNOR, Positive Company ou la notation EcoVadis? Alors, peut-être je vais mettre la notation EcoVadis à part, mais surtout ceux que tu as cités, c'est des démarches de labellisation qui reposent généralement sur l'ISO 26000. Positive Company de mon ami Charles-Henri Marnia, c'est un des cofondateurs en plus de We Are Europe, donc je peux en parler et faire sa pub. C'est un label français en plus, qui en plus est smart parce qu'il est à la fois label et il passe par une phase de consultation des parties prenantes assez poussée, donc de réputation, et c'est intéressant de combiner les deux. Engagé RSE de l'AFNOR, je vois de plus en plus d'entreprises l'adopter. Lucie, c'est un label historique, donc c'est pas vraiment une histoire de querelle, tu vois, de clocher. Simplement, B Corp, nous, on a quand ça s'est lancé, on a été pas mal associés à la démarche, et ça nous a paru à ce moment-là le label le plus exigeant et le plus international. Ouais, parce que tu visais ce côté international. B Corp, c'est un peu l'image au départ. Ouais. Et puis très exigeant. Et puis, il y a une communauté, il y a une espèce de rayonnement comme ça permet d'échanger des pratiques. Donc, c'est un mix un peu. Mais franchement, c'est pas l'un mieux que l'autre. Ou il y a... Pour moi, une fois que tu obtiens le label, c'est pas tout de l'obtenir, mais après, il faut le garder. C'est à partir du moment où tu rentres le pied dedans, ah ben là, t'es englouti et tu continues d'année en année. En fait. Tu peux pas t'arrêter, tu peux plus te dire. C'est ça que c'est pour ça que je dis que c'est pas une histoire de chapelle en fait, parce qu'en fait, la vertu d'un label, c'est de te faire un screening de tes pratiques et d'identifier tes axes de progrès et de mettre en place des choses pour t'améliorer. Et avec une mise en tension parce que tu vas être audité, parce que tu vas te relabelliser tous les 3 ans, par exemple,
où tu te dis, il faut pas que je me repose trop parce qu'il va falloir continuer, il va falloir encore passer l'assertif. Et donc, c'est vertueux parce que ça te met en tension et ça t'oblige à être dans une démarche de progrès, d'inventaire au départ, puis de progrès. Donc, c'est très bien, c'est très utile. Après, Bicorp, il y a un côté aussi qui était assez positif, qui était un propos assez engageant. Tu parlais tout à l'heure de l'optimisme. Enfin, tu vois, il y a une espèce de communauté comme ça mondiale qui très très câblée business aussi. C'est pour ça que nous, ça nous a paru adapté au départ. On connaissait pas forcément non plus toutes les autres. Oui, parce que tu l'as mis en place il y a assez longtemps. On était la 50e entreprise française labellisée Bicorp, 53e je crois, et la 13e entreprise française à être et Bicorp et Société à Mission. Tu vois. Donc c'est resté. ouais, parce que quand on a appris ça, on s'est dit c'est marrant, on a vraiment et là pour le coup entre Société à Mission et Bicorp pour le coup, ou Société à Mission et Positive Compagnie, Société à Mission et d'autres labels, c'est vraiment complémentaire. Pour le coup, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment de démarches. J'ai pas le temps de trop développer, mais la Société à Mission, c'est vraiment un travail de réflexion sur qui tu es, tu te crées ton propre référentiel sur quelques sujets, tu vois la partie émerger. Oui, tu choisis tes actions. Quels sont en fait les sujets qui sont importants pour moi et c'est quoi ma contribution sociale, sociétale. C'est presque un questionnement philosophique, identitaire sur ton rôle et que tu vas l'incarner et tu vas le mettre dans tes statuts et te dire en fait moi pour mon business je veux contribuer à cette action, à ces retombées positives là et je vais me mettre en ordre de marche et je vais mettre en place une gouvernance adaptée dans mon entreprise pour que mes actions contribuent à ça de plus en plus. Et c'est pas un inventaire à 360 de tes pratiques environnementales, sociales. Il n'y a pas ce côté 360. Ce que fait un label, par contre. Donc, un label, c'est moins stratégique. Ça te permet moins d'identifier un ou deux sujets. D'ailleurs, c'est ça, la connexion de mon business. Par contre, ça te fait l'inventaire des pratiques. Voilà. Donc, c'est très complémentaire à ce niveau-là. Voilà. Et dans tout ça, EcoVadis, c'est aussi, ça repose aussi sur l'ISO 26000 et c'est aussi un inventaire de tes pratiques. Ça te permet c'est pas un label, c'est une note en fait. Donc tu peux être EcoVadis bronze, J'en ai fait un épisode justement. Voilà. Tu vois, je disais, EcoVadis n'est pas un label, mais bien une notation. Mais voilà, mais il n'y a pas à opposer. Il y a souvent, ce qui définit aussi qu'on va choisir un label plutôt qu'un autre, c'est que dans certains secteurs d'activité, tu as des labels qui sont plus établis que d'autres. Ou des démarches qui sont plus établies que d'autres. Il y a des secteurs où labellisé, engagé RSE de l'AFNOR est très présent, d'autres où c'est plus Bicorp, c'est des cultures de boîte aussi, des cultures de secteurs d'activité. Donc, il y a pas mal de gens du retail dans Bicorp, il y a pas mal tu vois, ça dépend des... Oui, tout est une question aussi de visibilité, B2B, B2C. Oui, aussi. Il y a ça de ce que je vois. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Tu vois, le B2B, c'est majoritairement EcoVadis. Dans les appels d'offres, c'est souvent ce qui est demandé par les banques, par les grands comptes. C'est pas qu'ils s'en foutent des labels, mais il y a moins d'impact. Alors que quand tu as une visibilité B2C, je pense que les labels ont davantage de notoriété et de réputation. Tout à fait. Et juste pour conclure cette partie-là sur les labels, je dirais que ma reco, c'est la même sur les labels que ce que je disais sur le reporting tout à l'heure. Il faut pas faire de ces sujets une fin en soi, quoi. Le label, c'est sympa parce qu'on a un coup de tampon qui nous dit ah ça y est, je suis labellisé Bicorp. C'est vraiment, et souvent c'est un gros effort en plus pour aller chercher un label. Donc c'est une occasion de célébrer, c'est chouette, etc. Mais s'il n'y a pas cette mise en regard, nous on fait souvent des missions où on associe une démarche de labellisation avec une démarche de construction d'une stratégie ou de mise à jour d'une stratégie. Si tu mets pas en regard une démarche de labellisation, une démarche de certification, une démarche de reporting, une démarche réglementaire, même un bilan carbone, d'une réflexion stratégique, tu passes à côté d'une grande partie du sujet. Il faut vraiment, c'est vraiment mon propos fil rouge là, mais c'est faire des questions de durabilité, de RSE, des prismes pour penser votre business. Sinon, on a le malentendu dont on parle depuis une heure. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que avant bah oui, on est en phase. Avant qu'on attaque la dernière partie avec les questions habituelles, mais non, avec mes questions habituelles aux auditeurs, est-ce que tu as un point, un sujet, un message clé où tu te dis attends, on l'a pas dit aux auditeurs de Marqueur, faut absolument que je donne cette info-là, ou est-ce que j'en ai en tête, mais je crois que ça fait partie des questions que tu vas me... C'est que je vais te poser après. Dans les 3 questions finales, ouais. Mais on a quand même pas mal brossé. Oui, on a fait un bon tour. Hein.
Enfin, évidemment, on pourrait en parler pendant 3 heures, Je peux ça t'en c'est sûr. parler une semaine. Mais comme on n'est pas dans l'épisode de Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie et sur des épisodes de 2h30 et de 3 heures, là, on va essayer de faire plus court. Donc, dans les questions que j'ai l'habitude de poser, la première est autour du nom marqueur de mon podcast. Marqueur, pourquoi ? Parce que je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises, et aussi parce que quand tu fais les choses avec le cœur, tu embarques les gens plus loin. Et donc ça, c'est ce que ça t'inspire, ce nom-là ? Écoute, ce que ça m'inspire... Et peut-être que c'est une réflexion qui me vient de la publicité virale de ces derniers jours, qui est celle d'Intermarché. Le fameux loup. Le fameux loup. J'ai regardé plusieurs fois avant d'avoir une idée arrêtée sur la question. Mais ce que ça me fait dire, et je vais un peu développer, c'est que nos sujets, là, ils sont tête et cœur, en fait. Ils sont toujours, tu vois, l'émotionnel et le rationnel. Et d'ailleurs, nous, on a toujours au sein de Hatch marché sur ces deux jambes. On a commencé par faire des bilans carbone et des démarches de marketing engagées il faut forcément avoir ces deux prismes quand tu fais les démarches que nous faisons. Et puis, c'est un peu une histoire de balancier. Avec le reporting, on sort de 2 ans où c'était beaucoup tête, un peu froid et pas beaucoup cœur. Donc moi, j'en appelle aux responsables marketing, j'en appelle aux gens de la communication aussi. Je vous appelle en renfort, là. On vous a un peu mis de côté, là, depuis 2 ans. Parce qu'on a dit, maintenant, c'est un sujet qui est dans les directions financières, qui est pour les risques. Pour les risques, c'est des sujets de risque. C'est vrai que c'est des sujets de risque. Mais n'oublions pas les récits, n'oublions pas toute la dimension aspirationnelle de ces sujets-là. On est en train d'essayer d'embarquer. Il vaut mieux faire envie que faire peur. Et malheureusement, il y a des raisons d'avoir peur, mais il faut passer maintenant à l'action. Et l'action, il faut aussi... tu parlais tout à l'heure de la capacité des gens du marketing à anticiper, à voir loin, et il y a aussi la capacité des gens du marketing et de la communication à incarner des sujets dans des récits qui soient des récits enchanteurs, des récits enthousiasmants, des récits qui donnent envie. Il faut donner envie. Et donc là, moi, c'est un appel aux marketeurs et aux communicants en renfort. On parle beaucoup des récits, on parle beaucoup des narratifs. Il faut écrire et il faut absolument que tous ensemble, là, on se raconte une histoire du futur qui fasse envie. On va pas bouger que pour sortir des flammes parce qu'on a peur. Il va falloir aussi qu'on se dise, mais en fait, tu me disais tout à l'heure l'optimisme dans 100 ans, etc. Moi, je suis convaincu, j'envie nos petits-enfants. La plupart des gens sont désespérés pour nos petits-enfants. Moi, j'envie mes petits-enfants. Je pense qu'ils auront un monde plus harmonieux et plus souhaitable que le nôtre. Et il faut raconter ces récits-là. Et il faut remettre dans l'entreprise. Il y a plein d'entreprises en ce moment qui se disent... finalement, à quoi ça sert ? C'est vraiment utile la RSE ou pas ? En fait, ça sert à quoi, etc. Puis redémontrez-nous la valeur de la RSE. Donc il y a la dimension financière, la dimension business, mais il y a aussi, il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait, il faut qu'on puisse se réjouir, raconter des histoires. Et ça, c'est quand même les gens du marketing qui savent le faire. Et autant raconter des histoires vraies, des histoires authentiques qui racontent des vraies choses. Et ça, quand on arrive à marier les deux, c'est génial. Donc moi, ce que tu dis sur le marketing, ça me touche beaucoup. Ça me touche aussi à titre personnel parce que mon papa est un homme de marketing qui a fait du marketing depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, il va mal le prendre, mais en tout cas, qui a fait du marketing avant d'autres, qui a été directeur marketing de grandes marques comme Van Damme, Prosper Youpla Boom, c'est lui qui a fait la campagne, tu vois, et aussi Cointreau, aussi... tout ce qui a marqué notre Amora, enfance. Tu vois, la moutarde moi, j'habitais à Dijon quand j'avais 2-3 ans parce que mon papa était directeur marketing de Dijon. Il a fait la mayonnaise de Dijon, tu vois, des trucs comme ça, donc des sagas de marques avec lesquelles on a grandi. Mais c'était au départ un ingénieur chimiste, puis il a fait l'INSEAD. Et en fait, il est allé vers le marketing par passion pour les gens, en fait. C'est un grand humaniste, tu vois. Donc, ça pourrait paraître aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah non, le marketing, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, c'est de la manipulation. » Non, mais en fait, il y a quand même plein de gens qui sont dans le marketing parce que c'est comprendre les gens. C'est une passion pour les gens, en fait. Le côté humain et social, et co-construction. Et... Enfin, c'est ma vision du marketing durable. Voilà, et donc je pense que quand on aime le marketing pour les bonnes raisons, il y a sur nos sujets avec la RSE des choses mais magnifiques et formidables à faire. Et je pense en fait
Et donc, j'ai parlé ces dernières années des alliances entre RSE et finance. Reparlons des alliances RSE, marketing, com, finance. Tout le monde a besoin de s'y mettre, en fait. Donc, on a besoin des gens du marketing et de faire les choses avec le cœur. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'on va embarquer. Il faut vibrer, quoi. Il faut de l'émotionnel. Il faut parler aussi à nos tripes, quoi. Pas que à notre tête, sinon ça peut pas marcher. Ouais. Et ça me fait complètement penser à l'épisode avec Thomas Parouti de l'agence Ouais. Mieux, et il est à fond dedans. D'ailleurs, j'ai vérifié, tu m'as demandé un peu qui pourrait faire ce podcast, où tu vas me poser la question. Je pensais à Thomas, mais j'ai vu que tu l'avais déjà fait, oui, comme ça. C'est loupé. Mais voilà, mais c'est sûr que c'est essentiel, quoi. Mais par contre, tu vois, il y a pas mal de gens qui ont fait un switch marketing vers la RSE. Mais je pense que c'est des gens intéressants et bien armés, ça. C'est mon profil, ça. Je le dis pas que pour toi, mais je le dis aussi pour toi. Mais voilà, encore une fois, c'est... Et justement, il y a des gens qui ont été dégoûtés du marketing parce qu'on a promu un marketing déconnecté du réel. Ou trop agressif. Enfin, moi, quand je vois des fois sur des sites internet, les pop-up qui t'arrivent tout le temps. Ah oui, alors ça, j'en parle même pas. Tu t'en peux plus. Enfin, il y a des choses. Mais même dans les récits de marque, on a créé beaucoup de vent, en fait. La folie des sagas des... Enfin, moi, j'ai bossé avec Alter Eco dans le café, le chocolat, le rayon café. Des rayons entiers de café, souvent sourcés au même endroit, achetés sur des bateaux, tu vois, mais dont la seule différenciation tenait à des récits imaginaires. Tu vois, je vais pas citer des noms, mais le plus incroyable, enfin si je vais citer des noms, mais l'essence du nectar, du café, acheté à des gringo, il est bon ton café. Et puis celui qui s'en est le mieux sorti dans tout ça, c'est qui? C'est ceux qui ont mis le plus de budget sur la pub. Avec quel sujet? Carte noire, un café nommé Désir. Ils ont mis de la séduction dans le café. Ils ont eu une idée marketing, une idée de com. Mais sur quelle réalité ça repose, en fait, la séduction dans le café? Ça repose sur un imaginaire, en fait. Ce qui a été très bien fait, très bien travaillé. Mais du coup, avec nos sujets, avec nos enjeux RSE, là, il y a des belles histoires à écrire qui, au lieu de reposer sur la fabulation repose sur la vérité de ce qui se passe dans nos filières, de ce qui se passe dans nos entreprises, dans ce qui peut se passer demain dans la planète. Donc en fait, gens du marketing, passionnés de marketing, vivez votre passion au service de belles histoires et de choses incroyables à écrire, d'innovation de produits, d'innovation de services, au service de la transition. C'est possible d'avoir des choses extraordinaires à faire et à raconter, et en les fondant sur du vrai. Ça va être bien aussi pour les gens du marketing. Ils auront moins cette espèce de crise de la quarantaine. Un peu de transparence et d'honnêteté face aux différentes parties prenantes. Je pense que les récits fondés sur l'authenticité, la vérité. L'authenticité, c'est important. Ça devient rare en plus à l'heure des fake news. Donc, Mais c'est ça. Mais c'est là, exactement. Il y a du boulot pour nous. Dans mes autres questions, parce qu'on a parlé de la campagne Market qui t'a un peu marqué, celle-ci, celle d'Intermarché. Donc j'ai fait un post en réaction il y a quelques jours sur Intermarché. Ça va être dans mes aussi bonnes nouvelles. J'ai lancé un peu une saga sur les bonnes nouvelles du marketing durable, et donc ça c'est prévu pour demain. Donc ceux qui l'écoutent, ils l'auront vu en décembre. Mais effectivement, ça fait partie des petites choses sympathiques, notamment sur les nouveaux récits, au-delà de la tolérance et de l'inclusion, mais c'est le nouveau récit de végétarien. Enfin, le côté tu donnes envie de manger des légumes, quoi, ou d'arrêter ou de limiter un peu plus la viande. Tu vois, moi j'ai aussi vu ce message-là. Est-ce que il y a un éco-geste que tu aimes bien faire avec tes enfants ou au bureau avec ton équipe? Alors ça va donner une bonne transition. Avec ce que tu viens de dire, moi depuis 1 an, je suis vraiment complètement végétarien. Avant, j'étais, on va dire, ce qu'on appelle flexi, tu vois, un peu, pas beaucoup, mais de temps en temps, etc. Bon, là, depuis le début de l'année, je suis passé 100% végétarien. J'avais déjà essayé il y a quelques années, puis j'avais un peu lâché l'affaire parce que voilà, c'était trop compliqué, j'avais pas envie, etc. Et un des trucs qui m'a permis de le devenir pleinement, c'est que j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Kuri, Kuri. Je fais pas de pub, je les connais pas, je sais pas qui y a derrière, mais moi j'ai téléchargé ce truc-là. C'est une appli qui suggère des recettes vachement appétissantes, vachement sympas, gourmandes, délicieuses, avec des belles photos, assez faciles à faire, dont une partie sont végétariennes. Donc moi, quand j'ai décidé de m'y mettre cette année, je me suis dit ouais, je veux aussi un peu plus cuisiner, et j'ai fait ces recettes. Et donc ça va bien dans le sens de ce que je te disais, il faut faire envie plus que d'embêter le monde. Et donc discrètement, j'ai fait parfois des recettes à la maison de végétariennes à mes enfants qui s'en étaient pas rendus compte en fait, parce que juste tu fais des trucs bons, tout le monde est content en fait, quoi. C'est assez simple, hein. Mais donc c'est sûr que parmi les gros leviers personnels qu'on peut activer pour avoir réellement
un impact sans se priver de tout. On sait qu'il y a les déplacements et l'alimentation. C'est vrai que les produits carnés ont un impact particulièrement fort en termes sur plein de sujets, mais notamment carbone, mais sur d'autres aussi. Donc, il ne s'agit pas de dire demain tous végétariens. En tout cas, c'est pas mon propos. Puis surtout, je déteste être donneur de leçons. Pour autant, si ça peut donner du plaisir à tout le monde, il y a moyen quand même de faire des gestes qui vont vers une amélioration de son empreinte personnelle, tout en se faisant plaisir. C'est pas mal quand même, non? Ouais, non, je suis d'accord. Alors, j'en suis pas arrivée jusqu'à ton niveau. J'en reste flexitarien. En tout cas, la viande rouge, j'en achète quasiment plus. Donc, il y a des petites étapes comme ça entre qui fait les courses et qui cuisine à la maison, tu vois. Ouais. Loin d'être la donneuse d'ordre, c'est du bons coup produits raisonnablement, pas tout le temps, pas de manière complètement justement déconnectée, désincarnée, déshumanisée. À ce moment-là, c'est déjà un grand pas qui est fait, quoi. Pour reprendre conscience. Je vois. Et alors, il nous reste notre dernière question sur l'invité. Donc, loupé pour Noël, pour Thomas. Ouais, non, mais il y en a plein. Après, avec ce que j'ai dit et pour illustrer un peu l'épisode, j'ai pensé à 2-3 personnes. Je pense que c'est avec tout ce que j'ai dit, c'est pas mal d'avoir des gens qui ont fait le switch marketing RSE. Tu vas pas t'auto-interviewer, mais par exemple, j'ai une amie de longue date, Marion Bardet, qui est par ailleurs, qui dirige désormais les métiers de l'excellence chez LVMH. Hyper intéressant. Ils ont besoin de former des gens aux métiers du luxe, tu vois, que ce soit dans la gastronomie, l'artisanat, enfin les métiers d'excellence. LVMH, c'est une très très belle mission. Elle est passée par la direction RSE de marques de luxe et avant, elle était au marketing dans différentes maisons. Il y en a d'autres comme ça. Il y a aussi Muriel Vuong, qui est aussi une de nos clientes, qui a été d'abord au marketing, puis à la RSE chez VP, vente privée, et qui maintenant est chez Sephora, qui est également une de nos clientes. C'est des jolis profils et des personnes qui, si elles l'acceptent, je sais pas si elles soient, elles vont dire, mais non, j'ai pas du tout envie dans un podcast. Mais si jamais elles sont partantes, je trouve que c'est sympa d'entendre ces parcours personnels. Et puis, dernier, pour illustrer aussi un peu ce que j'ai dit dans l'épisode, des gens qui pensent l'avenir, c'est toujours génial. Et à ce titre-là, quelqu'un comme Mathieu Baudin, qui a monté l'Institut des Futurs Souhaitables, et alors il est extrêmement sollicité, mais c'est quelqu'un qui justement sait parler du futur en donnant un peu envie. Et il y en a un autre qui fait ça très bien, c'est Jean-Pierre Gou, qui a écrit la fameuse Odyssée Siècle Bleu, qui est un écrivain, un auteur, qui arrive à quand même donner un peu envie du futur, tu vois. Ok, dis donc, ça donne plein de noms et plein de pistes là sur 2026. Bien, je t'avais mis ça me tente bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alexis. On a abordé presque tous les sujets qu'on voulait traiter. Donc normalement, vous devez, de l'autre côté du micro, vous qui nous écoutez, depuis 1h20, un peu plus. Voilà. Désolé, hein, c'était trop long peut-être. Du coup, en savoir davantage sur la CSRD, sur les enjeux RSE, sur comment intégrer la RSE pleinement dans la stratégie de l'entreprise, et puis voilà, d'adhérer à We Are Europe et de mettre en place plein de belles actions concrètes, opérationnelles, de les suivre et d'agir, d'être dans l'action. Donc soyez inspirés. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup, Alexis. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!